pied des Pyrénées, une imposante citadelle domine la plaine de l'Aude, Carcassonne. Bâtie sur un site hautement stratégique, la cité a longtemps été un centre de pouvoir doublé d'un carrefour commercial et culturel. Ses maîtres successifs ont goûté la douceur du climat et les bienfaits d'une nature prodigue. La région a vu naître un mouvement religieux inspiré des premiers chrétiens, le catharisme. Ici, au cours des siècles, les hommes, mais aussi les animaux, ont lutté pour leur survie. Ils ont écrit l'histoire mouvementée de la cité de Carcassonne. Carcassonne se trouve sur un promontoire au milieu d'une plaine baignée de soleil. Au loin, le massif des Pyrénées ferme l'horizon. C'est là que l'Aude prend sa source. Le fleuve passe au pied de la cité avant de décrire un coude pour filer vers la Méditerranée. Les hauts murs de la ville se voient de loin. Ils enserrent une cité fortifiée de 11 hectares. Au XIIe siècle, elle abritait 3000 habitants. Aujourd'hui, ses remparts sont un livre de pierre. Il nous raconte la terrible histoire d'une cité qui a marqué l'histoire de France. Ses tours, ses barbacanes, ses portes et ses coursives résonnent encore des guerres, batailles et sièges qu'ils ont essuyés. La cité a été conçue pour être imprenable. La porte narbonnaise est un chef-d'œuvre d'architecture défensive. Un accès coudé interdit l'usage d'armes de siège. À l'intérieur, on multiplie les obstacles. C'est un labyrinthe de couloirs et d'escaliers dissimulés. Par endroits, les murs de l'enceinte intérieure atteignent 15 mètres de haut. La cité est entourée de 2 remparts. C'est une citadelle dans la citadelle. Les tours et chemins de ronde de la première enceinte sont ouverts sur la seconde. Si les assaillants y parviennent, ils sont à la merci des assiégés. Et au centre de la cité, un dernier fort protège le logis des seigneurs de Carcassonne, le château Comtal. Ces remparts n'ont pas seulement servi à protéger de riches maîtres. Vers l'an 1000, un mouvement religieux prend racine dans la région, le catharisme. Il prêche la simplicité et le respect des animaux, et son succès défie l'autorité de l'Église catholique. Longtemps, on a vécu ici selon la loi du plus fort. Il fallait avoir de solides arguments ou céder la place. Une loi valable pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Autrefois, la région était le royaume du grand-duc. La colline de Carcassonne a été peuplée dès le VIe siècle avant notre ère. Peu à peu, la population a augmenté et les hiboux sont partis. Ils se sont réfugiés dans un domaine isolé, situé à l'est de Carcassonne, le massif de la Clappe. Ces falaises de calcaire sont percées de trous et de fissures, un refuge idéal pour la gent ailée. La femelle passe la journée immobile dans un demi-sommeil. Elle digère les proies de la nuit précédente.
Les rapaces recrachent ce qui ne se digère pas, les poils et les os. La femelle reste constamment sur le qui-vive. Rien n'échappe à son regard. Son petit a déjà des ailes. Il est même capable de chasser seul. Mais elle va s'en occuper encore 6 mois, surtout pour le protéger des dangers qui le guettent. Ce sanglier s'aventure un peu trop près du nid à son goût. Elle passe très vite à l'attaque. Sa technique est assez inhabituelle. Le grand-duc est la plus grande espèce de rapace nocturne d'Europe, mais cette femelle n'est pas de taille à arrêter un sanglier adulte. Alors, elle cherche à le duper. C'est une manœuvre d'intimidation. Elle déploie ses ailes, gonfle son plumage et double ainsi de taille en apparence. C'est gagné. L'intrus s'éloigne. Mais l'heure du grand-duc, c'est le crépuscule. Au Moyen-Âge, la nuit est le royaume du diable. Les animaux nocturnes sont associés à Satan. On craint les chouettes et les hiboux, et on les persécute. Leur posture hiératique et leurs yeux immenses leur donnent un air étrangement humain, et leur faculté à voir dans le noir inquiète. Selon un usage hérité de l'Antiquité, on les cloue parfois sur les portes des granges pour éloigner les mauvais esprits. À l'époque, l'Église catholique est jalouse de son pouvoir. Or, dans la région de Carcassonne, un mouvement religieux défie son autorité. Ses adeptes se désignent sous le nom de purs ou de bons hommes. L'Église les appelle les cathares. Ils sont végétariens et affirment que les animaux ont une âme. Une hérésie. Les cathares rejettent le luxe de l'Église. Ils aspirent à la simplicité au quotidien, mais aussi dans le rapport avec Dieu. Ils ont ainsi traduit le Nouveau Testament dans la langue du peuple, l'occitan. Le catharisme connaît un essor rapide au XIe et XIIe siècle. Carcassonne est l'un des bastions de la nouvelle religion. L'Église se sent menacée. Elle décide d'éradiquer le mouvement et d'appeler à la guerre sainte contre les cathares. C'est la première croisade de l'histoire entre chrétiens. Au matin du 1er août 1209, une puissante armée se masse sur les rives de l'Aude, au pied de Carcassonne. La citadelle tombera en moins de 3 semaines. Au nord de Carcassonne, un autre massif montagneux se dessine. Son versant sud, ensoleillé et ouvert, descend doucement vers la Méditerranée, tandis que le versant nord est abrupt et couvert de sombres forêts. De là son nom, la Montagne Noire. C'est l'habitat de prédilection des sangliers. Les sangliers vivent en groupe appelés des compagnies, qui ne comptent que des femelles et leurs petits. Les marcassins parcourent la forêt avec les adultes dès l'âge de 2 mois. Ils fouillent le tapis de feuilles en quête de nourriture. Du moins quand les adultes leur en laissent la possibilité.
Heureusement, les petits peuvent toujours se rabattre sur le lait de leur mère. Bientôt, ils seront sevrés. Mais d'ici là, mieux vaut rester près d'elle, car elle sait dénicher de délicieuses friandises sous les feuilles. La montagne noire serait un paradis pour sangliers sans la présence d'autres habitants. Les moustiques. Dans ces bois humides, c'est un vrai fléau. Contre leurs piqûres, il n'y a qu'un remède, un bon bain de boue. Les mâles vivent seuls une grande partie de l'année. Si un jeune rival s'approche d'un vieux solitaire, il est bien vite chassé. Les défenses du mâle peuvent blesser, voire tuer un homme. Le sanglier figure déjà au menu des premiers habitants du promontoire de Carcassonne, les Volques tectosages, un peuple celte. Ils cultivent les plateaux de la montagne noire et creusent des galeries dans la roche. Fer, cuivre et plomb, le massif abrite de nombreux gisements que les hommes exploitent dès l'âge du fer. Les ressources de la région attirent bientôt la convoitise d'une grande puissance voisine. Vers 120 avant notre ère, Rome envahit le sud de la France. Très vite, Carcassonne et sa région sont annexées. Les Romains aménagent les territoires conquis. Ils bâtissent une voie de 300 km qui relie Narbonne à Bordeaux en passant par Toulouse, la Via Aquitana. C'est un axe de communication majeur entre l'Atlantique et la Méditerranée. Les marchands qui l'empruntent doivent s'acquitter de droits de douane. Elle permet le transport d'un bien de consommation très apprécié des Romains, le vin. La cité s'enrichit considérablement grâce à ce commerce. Les vignes abritent parfois de curieux visiteurs. Un Helix aspersa, le gastéropode le plus apprécié des gourmets. Les escargots sont hermaphrodites. Ils produisent à la fois des spermatozoïdes et des ovules. Mais pour se reproduire, il faut tout de même trouver un partenaire. Dans la vie d'un escargot, tout se passe lentement. La parade nuptiale peut durer 12 heures. Les organes reproducteurs de l'escargot se trouvent sous le ventre. Les deux partenaires se fécondent l'un l'autre. Chaque escargot creuse alors un trou dans la terre où il dépose ses œufs.
Quelques semaines plus tard, de minuscules escargots en sortent. Ils ne sont pas plus gros qu'un grain de riz. Leur peau et leurs coquilles sont encore translucides. Ils commencent tout de suite à explorer les environs et à coloniser les vignobles alentours. Le vin est l'une des fiertés du terroir local. Mais c'est l'Aude qui prête vie à la cité. Les Tectosages et les Romains tiraient déjà parti de cette eau pure descendue des Pyrénées. Le fleuve a longtemps été un axe commercial. Au Moyen-Âge, la laine et les peaux venues de la Montagne Noire embarquent ici pour de lointains rivages. La nuit, les contrebandiers prennent la place des marchands. Tout est bon pour échapper aux taxes et aux droits de douane prélevés par la cité de Carcassonne. Aujourd'hui, les eaux pures du fleuve abritent toujours une riche faune aquatique. Il prend sa source dans le lac d'Aude, à 2100 mètres d'altitude. Son eau est fraîche, claire et bien oxygénée grâce au courant rapide qui le mène dans la vallée. Un environnement idéal pour la truite. Pour chasser, elle se maintient à contre-courant. Elle économise ainsi ses forces tout en guettant d'éventuelles proies. Elle se nourrit aussi d'insectes posés à la surface de l'eau. Quand elle ne chasse pas, elle se cache entre de grosses pierres, à l'abri du courant et des prédateurs. Au 5e siècle, les Wisigoths assiègent Carcassonne. La cité possède alors déjà une première série de remparts érigés par les Romains. Les tours sont bâties très proches les unes des autres pour se protéger mutuellement. De larges ouvertures permettent de lancer des javelots sur l'ennemi. Mais l'Empire romain n'est déjà plus que l'ombre de lui-même et les Wisigoths sont bientôt maîtres de la ville. Ils la conserveront 3 siècles. Au début du 8e siècle, la région est de nouveau envahie, cette fois par le sud. Les Sarrasins ont franchi les Pyrénées et s'élancent à la conquête de la Septimanie. Leur élan est brisé à Toulouse en 721, mais ils multiplient les raids dans la région. Quatre ans plus tard, en 725, ils parviennent à prendre Carcassonne et s'installent dans la ville. Les conquérants apportent ici leur passe-temps favori, la fauconnerie. Des faucons sauvages vivent déjà dans les tours de la forteresse. La cité est reprise par les Francs moins de 30 ans plus tard, en 752. Mais les rapaces des Sarrasins demeurent. Les faucons nichent toujours dans les remparts. Chaque année, un couple de faucons cresserelles niche dans la tour nord de la porte narbonnaise. Les corbeaux se méfient des faucons.
Ils lancent des simulacres d'attaque pour les maintenir à distance de leurs petits. Mais les faucons ont aussi une famille à nourrir. Les petits ont éclos depuis quelques jours. Ils ont encore besoin de la chaleur de leur mère. Leur père est parti chasser. Les environs de Carcassonne sont riches en proies. Le faucon cresserelle pratique le vol stationnaire. C'est idéal pour observer les proies et plonger au bon moment. La vie des fauconneaux tourne tout entière autour de la nourriture. La souris est vite partagée et avalée. Au XIe siècle, Carcassonne est à nouveau l'objet d'une lutte de pouvoir. Les Trencavel deviennent maîtres de la ville en 1082. Ce sont d'habiles seigneurs. La maison Trencavel est l'une des plus puissantes du sud de la France. Sous leur règne, la ville croît et prospère. Les Trencavel décident de bâtir leur demeure sur le point culminant de la colline. Ce sera le château comtal. Au cœur du bâtiment, des fresques immortalisent les hauts faits de la dynastie. En 1101, Bernard Hatton Trencavel part en croisade délivrer la Terre Sainte. Les Trencavel doivent aussi leur richesse à la mer. La Méditerranée se trouve à 60 km de la ville. La famille tire un grand bénéfice des salins de la côte. À l'époque, le sel est un moyen de conserver les aliments. C'est un produit difficile à obtenir et coûteux. Le mot salaire vient d'ailleurs du latin solarium, la ration de sel que l'État romain fournissait à ses légionnaires. Ces zones humides entre terre et mer sont depuis toujours le paradis des oiseaux aquatiques. Au début de l'été, de nombreuses espèces viennent nicher ici. Les œufs, ornés d'un motif camouflage, sont pondus à même le sol. Sur ces petites îles, le danger ne peut venir que par voie de terre. Le problème, ce sont les voisins. Les sternes Pierre-Garin et les avossettes élégantes se disputent les meilleurs emplacements pour nicher. Mais leur rivalité s'arrête là car elles n'ont pas le même territoire de chasse. Les avossettes fouillent les salins en quête de petits crabes.
Les sternes, elles, pêchent dans les vagues. Chez les sternes naines, le mâle ne chasse pas seulement pour se nourrir. Ce poisson est un cadeau pour sa dulcinée. Il suffit à lui attirer ses bonnes grâces. La sterne naine ne construit pas de nid qui ne ferait qu'attirer l'attention sur les œufs. La femelle les dépose simplement entre les galets. Le camouflage parfait. Dans les salins, les petites avocettes ont déjà éclos. Un petit a décidé de suivre son père, mais il n'a pas encore assez de force. Il vaut mieux rester en sécurité avec ses frères et sœurs sous l'œil de sa mère pour apprendre à se nourrir seul. Les salins accueillent aussi des flamants roses. Cet environnement leur convient si bien que beaucoup passent l'hiver ici, au lieu de retourner en Afrique. Jadis, les ouvriers travaillaient ici comme des forçats, pour un salaire de misère. Le sel profitait surtout aux grandes familles comme les Trencavel. Au Moyen Âge, l'Église catholique est elle aussi une institution riche et puissante. Elle perçoit un impôt obligatoire auquel est soumise toute la population, la dîme. Au XIe siècle, des prédicateurs itinérants dénoncent l'avidité et le luxe de l'Église. Ils vivent dans le dénuement et s'attirent vite la sympathie du petit peuple. Le mouvement cathare est né. Le vicomte de Carcassonne s'appelle alors Raymond Roger Trencavel. Il est catholique, mais il a de la sympathie pour la doctrine des cathares et les tolère dans sa cité. Furieux, le pape Innocent III appelle à la croisade contre ces hérétiques. Le 28 juillet 1209, les croisés sont devant Carcassonne. La population de la région s'est réfugiée dans la place forte assiégée. Mais la puissante citadelle a un talon d'Achille. L'Aude coule hors des murs de la ville et la chaleur de l'été a asséché les puits. C'est la soif qui fera tomber Carcassonne. Un problème que ne connaît pas la Tarente du Midi. La sécheresse ne la dérange pas. Elle peut vivre des semaines sans absorber une goutte d'eau.
Le matin, elle se réchauffe au soleil. La Tarente est bien armée contre la chaleur. Elle en a même besoin pour vivre. Comme tous les lézards, les Tarentes peuvent perdre leur queue pour échapper à un prédateur. Cela ne leur coûte pas grand-chose car elles repoussent peu de temps après. Ces lézards chassent la nuit. Leurs doigts sont équipés de lamelles adhésives qui leur permettent de se déplacer sur n'importe quelle surface. Les Tarentes chassent principalement à l'affût. Leur point fort, c'est la patience. Ce papillon imprudent n'a pas remarqué les petits prédateurs. On imagine souvent le Moyen-Âge comme une époque de ténèbres. C'est en partie vrai, au sens propre du terme, car les sources de lumière sont rares. Le menu peuple s'éclaire à la chandelle faite de graisse animale. La bougie en cire d'abeille est alors réservée à l'église et à la noblesse. Tout monastère possède ces ruches. Elles existent encore aujourd'hui à Carcassonne. Les abeilles attirent un oiseau un peu particulier, le guêpier d'Europe. Il se nourrit principalement de guêpes, d'abeilles et de frelons. Dans les airs, c'est un véritable acrobate. Attraper des abeilles en vol est un premier défi qu'il relève haut la main. Le second, c'est de ne pas se faire piquer. Le guêpier frappe l'insecte contre une surface dure pour enlever le dard. Une technique qu'il est le seul à maîtriser. Dans cette niche écologique, il n'a aucun concurrent. Cependant, il ne vient pas toujours à bout de ses proies. Au début du XIIIe siècle, l'Église appelle à la croisade contre l'hérésie. Les cathares se réfugient derrière les hauts murs de Carcassonne. L'origine du terme cathare reste mystérieuse. C'est un surnom ironique qui pourrait venir du latin catus, le chat. Car on disait que les fidèles de ce mouvement embrassaient le postérieur des chats. Le petit félin aux mœurs nocturnes est alors considéré comme un suppôt de Satan, un animal démoniaque. Pourtant, à Carcassonne, comme dans toute l'Europe, ce sont de précieux auxiliaires. Ils empêchent les souris et les rats de proliférer. Ce faisant, ils protègent les réserves de grains et endiguent les maladies et les épidémies. Mais l'homme ne se montre guère reconnaissant. Dans les Pyrénées, on peut encore croiser un discret cousin de notre chat domestique. Le chat forestier apprécie les zones boisées et préservées de ces montagnes. Les chatons quittent déjà la tanière pour jouer à la chasse aux rongeurs.
l'instant, c'est encore la mère qui nourrit sa petite famille. Quand elle part chasser, elle laisse ses petits seuls. Son territoire s'étend assez loin en altitude, jusqu'aux pentes enneigées. Elle se nourrit principalement de petits rongeurs réfugiés sous le manteau neigeux. Sa tactique consiste à trouver un emplacement sec et à patienter. Son retour est toujours une fête pour ses petits, mais ils doivent patienter, car avant de les nourrir, elle doit reprendre des forces. Le calme revient avec la tétée. Le sevrage commence dès l'âge d'1 mois. Les petits sont autonomes vers 4 mois. Ils doivent vite apprendre à chasser. Et on apprend toujours mieux en jouant. L'objectif de l'Église catholique est d'éradiquer la foi différente des cathares qui menacent l'autorité ecclésiastique. Et ce qui ne peut être vaincu par les armes le sera par la peur de l'Inquisition. Surveillance, interrogatoire, torture. Tous les moyens sont bons pour obtenir les noms des hérétiques ou de leurs sympathisants. À Carcassonne, la tour de l'Inquisition rappelle cette sombre période. En 1209, Raymond Roger Trencavel se rend aux croisés qui assiègent la cité. Il demande en échange que les habitants soient épargnés. Il mourra dans un cachot peu de temps après. Les troupes de la croisade investissent la ville. Les cathares se réfugient dans les bois alentours. Ils y croisent le roi de la nuit. Le grand-duc, l'esprit des ténèbres. Malgré sa taille imposante, son vol est souple et complètement silencieux. Ses proies ne l'entendent jamais arriver. À l'inverse, pas un bruit ne lui échappe. Le grand-duc déploie ses ailes. Il fonce vers le sol, toute serre en avant. La souris n'a pas le temps de fuir. Dans les forêts de Carcassonne, l'Église catholique donne le coup de grâce aux cathares. Les croisés sèment la mort et la destruction dans la campagne environnante. Les récoltes sont compromises, la faim et les maladies s'installent, ainsi que la peur de l'Inquisition.
Seule une poignée de cathares parvient à s'échapper. Ils trouvent refuge à 55 km de Carcassonne, au château de Montségur, dans les Pyrénées. Ce sera leur dernier refuge. En mai 1243, les troupes du roi de France assiègent la forteresse. Le château perché sur des flancs escarpés ne peut être pris d'assaut. Le siège dure 10 mois. En mars 1244, le seigneur de la forteresse négocie sa reddition. Les hérétiques seront épargnés s'ils renient leur foi. Plus de 200 d'entre eux refusent. Ils montent volontairement sur le bûcher installé au pied de Montségur. La foi cathare n'est pas totalement éradiquée, mais son élan est brisé. Elle va peu à peu s'effacer. Les cathares méprisaient les richesses et la puissance de l'Église catholique. Ils prêchaient l'humilité, la modestie et le respect de la nature. Peut-être étaient-ils un peu en avance sur leur temps. Leur idéal perdure dans la pierre d'une cité à nulle autre pareille. Carcassonne.